Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la 11e caractéristique liée à la manipulation mentale sur 30 que Isabelle Nazaraga a expliqué dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Donc, au niveau du contexte, vous êtes ici dans des vidéos formations proposées par la SBL Chocopa afin de pouvoir sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice et aujourd'hui, nous allons travailler sur cette 11e caractéristique qui est que le manipulateur aime se placer en victime pour qu'on le plaigne. Et il va utiliser pour ça le fait d'être soi-disant en surcharge de travail ou s'il a une maladie, eh bien il va s'en servir plus que de raison pour pouvoir se victimiser. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui est très complexe dans la manipulation, c'est qu'on est toujours dans une inversion de rôle. Donc forcément, si le manipulateur se victimise, ça évite de voir qui est la vraie victime par rapport à ses agissements. Alors, comme j'ai dit tout de suite, qu'est-ce que le manipulateur fait dans cette caractéristique-ci? Il va jouer le Calimero, Calimérette pour les filles. Il va jouer le Calimero et la manière dont je vous avais expliqué dans une des vidéos sur tous les mécanismes de défense que le manipulateur utilise par excellence et que nous utilisons aussi, il y a deux victimes. Il y a la vraie victime, que j'ai nommée Cendrillon, et puis il y a la fausse victime, Calimero. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, nous utilisons, ou nous avons tous utilisé un jour ou l'autre ces mécanismes de défense, puisque c'est une manière de survivre, de se protéger, puisqu'elles sont autant des défenses que des dominations. Et Calimero, on l'a tous, que ce soit enfant ou adulte, utilisé. Et donc, dans toutes les vidéos que je vous propose, la première chose, c'est à chaque fois de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui se passe par rapport à un comportement. Est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir, une manipulation, où vous allez devoir vous en protéger, réagir autrement pour ne pas vous laisser manipuler. Et la deuxième chose sur laquelle je vous fais travailler, c'est sur vos propres mécanismes à vous. Donc, il y en a que vous allez utiliser plus que d'autres. Si vous vous rappelez sur les 6 mécanismes, en fait, il y a deux grands comportements. Le côté agressif, on va être dans l'intimidation et dans le critique, la dévalorisation. Et l'autre côté, on va être plutôt dans la passivité. Donc là, on est un petit peu entre les deux, parce que la passivité, c'est plutôt le distant et celui qui fait mort. Et ici, on est dans vraiment entre ces deux catégories, puisque le Calimero, il va être passif d'un côté, mais il va aussi, à un moment donné, être dans une forme d'agressivité, puisque sa manière d'être avec vous va amener à la culpabilisation. Alors, les reconnaître, comment ça se passe? Eh bien, c'est toujours de regarder ce que la personne dit et ce qu'elle fait. Donc, si la personne vous dit qu'elle ne peut pas s'occuper de votre demande pour l'instant ou qu'elle ne peut pas vous donner un rendez-vous, alors que c'est quelqu'un qui est professionnel et que vous avez besoin de cela pour pouvoir avancer dans votre vie ou pouvoir régler un litige, elle va peut-être vous dire qu'elle est surchargée de travail. Alors, j'ai une fois eu l'occasion avec une directrice d'école de vouloir lui parler pour quelque chose d'important et d'urgent, donc c'était sa fonction. Eh bien, elle m'a dit qu'elle était tellement surchargée qu'elle ne pouvait prendre aucun rendez-vous. Et en passant plusieurs fois en voiture, j'ai pu voir que sa pause, qui est tout à fait naturelle, de prendre une pause de 5-10 minutes, se prolongeait sur le trottoir entre une demi-heure et une heure. Donc pour quelqu'un qui a une surcharge de travail et qui dit avoir d'autres priorités, si on regarde au niveau des actes, on s'aperçoit que c'est juste une façon gentille de se déresponsabiliser, de ne pas vouloir répondre à la demande de la personne. Parce que si on est vraiment occupé, on peut prendre un rendez-vous pour dans 2-3 jours. Mais en tout cas, ici, on voit que c'était une excuse pour ne pas dire clairement qu'elle ne voulait pas régler le problème, puisque quand on est directrice d'école ou qu'on a une autre fonction, on ne peut pas dire ce genre de choses-là. Alors, il y en a d'autres qui vont utiliser une maladie qui peut-être existe ou pas et aggravée. Et ce sera toujours quelque chose qui va être utilisé dans les circonstances qui vont l'amener à l'utiliser que quand ils n'ont pas envie. Donc bizarrement, ces personnes, quand ils ont des problèmes de santé, pour certaines choses ça va et pour d'autres choses ça ne va pas. Alors attention à ne pas rentrer dans le jugement, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui expriment qu'ils ont une maladie invisible. Donc vous les voyez debout, on a l'impression qu'ils vont bien, et peut-être que ça ne va pas spécialement bien, que c'est peut-être juste un masque, et peut-être qu'une heure après ça ne va pas. Et donc là on pourrait rentrer dans un jugement en disant ah oui, cette personne dit qu'elle a une maladie, mais finalement elle ne va pas travailler, mais elle fait autre chose. Donc
si vous n'avez pas de choses avec cette personne au niveau conflictuel ou à besoin, ne soyez pas dans ce jugement-là. C'est assez complexe les maladies qu'on vit et une personne n'est pas l'autre. Mais si on voit que c'est récurrent et que ces problèmes de santé finalement prennent énormément de place, qui empêchent aussi d'écouter ceux des autres, ou alors que, et c'est là où on va s'apercevoir si c'est une vraie victime ou une fausse victime, que quand vous lui apportez des solutions, bizarrement elle n'en veut pas. Une personne qui dit qu'elle a des problèmes au niveau de son alimentation, qui se plaint pendant des années, et quand vous lui dites, il y a plein de choses, il y a des coachs qui peuvent t'aider, il y a l'accompagnement, il y a des vidéos qui peuvent t'aider, il y a des programmes diététiques. Quand vous lui parlez de solutions et qu'elle ne veut pas en entendre parler, c'est que quelque part, la situation lui permet de pouvoir toujours avoir des sauveurs autour d'elle qui vont faire les choses à sa place. Donc, le fait de se victimiser va de toute manière apporter des personnes qui sont dans l'altruisme et qui ont besoin de victimes pour vivre, parce que les personnes qui sont dans cette catégorie-là, elles ont l'impression que pour s'aimer, il faut d'abord aimer les autres. Donc elles ont un problème d'amour vis-à-vis de toi. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, par rapport à la victime, donc ça c'est pour que vous puissiez un petit peu voir la différence avec ça. Donc la solution, c'est de voir si en ayant pris le temps d'accueillir son problème, parce que c'est important d'être dans la bienveillance par rapport à quelqu'un qui vit quelque chose, je vais en reparler tout de suite, bien de voir si est-ce que cette personne elle a envie que ça change. Et là vous avez vite la réponse à votre question, si c'est un Calimero ou pas. Si vous voyez que en lui apportant de la bienveillance, en discutant avec elle, cette personne ne fait rien dans sa vie, n'a pas envie que ça change, c'est qu'elle est bien dans son comportement victime, mais ne tombez pas dans le piège de faire les choses à sa place. La meilleure aide qu'on peut faire par rapport à quelqu'un qui est comme ça, à tort ou à raison, pas spécialement un manipulateur, mais quand on est dans ce mécanisme-là, c'est de lui dire qu'en fait la solution elle est en elle et qu'on a tout à fait confiance qu'un jour elle va s'en sortir et qu'il y a des solutions de partout. Et donc voilà, on peut la renvoyer gentiment face à ses responsabilités. Donc on ne parle pas des cas d'urgence bien sûr, où il y a une urgence, quelqu'un a une inondation chez elle, on ne va pas lui dire la solution dans toi, si elle a vraiment besoin qu'elle est âgée. Voilà, on parle bien sûr des problèmes qui sont récurrents et des personnes qui vivent des choses difficiles de manière récurrente, qui sont dans la souffrance. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui toute leur vie vont rester dans la souffrance parce qu'elles ne connaissent que ça et que ça leur fait peur de sortir de la souffrance. On peut leur montrer la voie, mais on ne peut pas faire les choses à leur place. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vous dire pour sortir vous-même du syndrome du sauveur. Il n'y a personne qui peut changer une personne à sa place. Nous sommes tous responsables de notre vie et les seuls changements qu'on peut faire, c'est en nous. Alors maintenant, il ne faut pas tomber dans la dérive que dès que quelqu'un se plaint, on va commencer à lui dire que c'est un Calimero, parce que là, on va commencer à être dans la contre-manipulation. Et contre-manipuler quelqu'un qui est une vraie victime, là, ça devient de la manipulation, ça devient un mécanisme de domination qui devient de l'agressivité. Alors, comment faire la part des choses? La première chose, c'est de vous rappeler dans la courbe du deuil qu'une personne qui est victime, en fait, elle a besoin d'être reconnue. Donc, elle a besoin d'être écoutée en toute bienveillance, pas pour lui donner des solutions. Donc, vraiment une personne au début qui a vécu quelque chose de difficile, c'est le cas pour chacun d'entre nous, elle a juste besoin d'être dans une écoute, qu'on soit nous-mêmes, dans une écoute dite passive, c'est-à-dire où on accueille les choses sans jugement et surtout pas en cherchant des solutions. Il faut savoir que dans ce fameux triangle de Karpman, la seule personne qui peut s'en sortir ou en allant plus loin, de manière plus spirituelle, transcender, comme j'avais dit dans une autre vidéo, la victime, elle peut se changer en acteur ou actrice. Donc la seule personne qui peut le faire, c'est la victime. C'est la victime qui a le plus de pouvoir parce que finalement, ce qu'elle vit, c'est par rapport à sa vie elle-même. Donc c'est très important de pouvoir donner confiance aux personnes qui sont dans la vraie victimisation. C'est important aussi de reconnaître qu'à l'intérieur de nous, on vit aussi ce triangle. On vit aussi son côté persécuteur, son côté il faut absolument que je trouve des solutions. Et quand on veut trouver des solutions alors qu'on n'a pas pris le temps de faire notre deuil et d'accueillir et de se victimiser un peu, d'être dans la reconnaissance de ce qu'on a vécu, eh bien on s'auto-persécute nous-mêmes et donc ce triangle, autant on le vit à l'extérieur, autant on le vit à l'intérieur de nous. Donc pour s'en sortir, la victime, il est important qu'elle fasse dans sa courbe du deuil son chemin intérieur,
de pouvoir faire son deuil, d'être reconnu. Alors ce qui peut permettre à la victime de prendre des distances par rapport à sa souffrance, ce sont des phrases. Parce que finalement, quand on dit « je suis victime », on associe le « je suis » qui est vraiment l'être avec une cause ou une chose de notre vie qui prend toute la place. Alors pour pouvoir déjà mettre une certaine distance, c'est super important de pouvoir mettre le victime beaucoup plus loin. Donc j'ai écrit 3 phrases ici, à vous de voir s'il y en a encore d'autres qui vous parlent et vous pouvez le mettre en commentaire, ce serait très apprenant pour les autres. On pourrait dire « j'ai été victime de ». Ça veut dire que si c'est quelque chose qui s'est passé avant, ça va mettre une certaine distance. J'ai subi. Ou bien j'ai vécu un drame et on peut expliquer. Et donc ça va permettre dans notre cerveau, parce que dans la programmation neurolinguistique, il faut savoir que quand on se parle, on s'auto-programme aussi. Quand on est constamment en train de dire je suis victime, finalement on va appeler vers nous aussi tous ces problèmes-là. Donc prenez de la distance. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être dans la reconnaissance. Donc dans le mot reconnaissance, il y a le mot naissance. Alors, comme à l'exemple du papillon, pour pouvoir naître de nouveau, naître à autre chose, c'est aussi important d'apprendre à mourir, à laisser partir. Mais pour laisser partir, c'est important de mettre, alors ça peut être de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, de les nommer. Ça peut être pour certaines qui auraient vécu des abus sexuels, peut-être de porter plainte. Ça peut se faire en acte symbolique. On peut écrire une lettre à la police et la remettre dans une boîte ou la brûler, peu importe. En tout cas, le fait d'écrire, le fait de le dire, le fait d'aller voir une personne spécialisée pour en parler, ça sera déjà une reconnaissance qui va nous permettre de passer le cap. Si on ne va pas dans cette étape de vie, en fait, on ne pourra pas passer à la suivante. Tout est vraiment fait de manière très chronologique, même s'il y a des étapes qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Il y a quand même quelqu'un qui n'a pas fait son deuil, qui n'a pas été reconnu, elle ne pourra pas aller vers autre chose. Donc c'est très très important de le savoir. Alors, dans cette bienveillance qu'on peut avoir envers nos proches, envers les personnes qu'on accompagne, c'est très important d'accueillir les choses sans jugement. Mais trop de bienveillance, finalement, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire que c'est tout le temps en train d'écouter la même chose et qu'il n'y a rien qui avance. On est en train d'enfoncer la personne dans la victimisation. Donc moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de dire, eh bien, décide du temps qu'il te faut pour victimiser. Alors ça paraît paradoxal. Ça peut être, si tu as vraiment subi quelque chose important pour toi, décide que pendant 2-3 jours, une semaine, un mois, on va essayer d'avoir quand même des choses quand même assez courtes. Prends du temps pour toi, pour sortir tout ça, pour être vraiment dans ta propre victimisation. Et après, tu décides que tu en sors. Il y a ce besoin, il n'y a pas de souci, on l'écoute. Maintenant, si ça dure, que ça dure, eh bien, on ne va pas permettre à ces personnes de pouvoir s'en sortir. Et moi, personnellement, les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est celles qui m'ont foutu un coup de pied au cul, qui m'ont dit « Ah, mais là, j'ai quand même l'impression que tu te victimises un peu, allez, bouge-toi un peu ». Oui, à un moment donné, c'est important que les personnes extérieures disent « Ok, maintenant ça suffit, il faudrait passer à l'étape supérieure ». Et donc, c'est de la bienveillance aussi de mettre ces limites-là. Bien sûr, il faut le faire dans les bons moments. Il ne faut pas le faire quand la personne vient de se rappeler, par exemple, qu'elle a eu des abus sexuels, lui dire oui mais ça fait 40 ans, non, pour la personne qui s'en rappelle, c'est dans le présent. Donc ce moment d'accueil est important, il n'y a pas de timing, il y a des personnes, il leur faudra une semaine, d'autres un mois, d'autres un an, avec des hauts et des bas. Et ça fait partie du processus de deuil. En général, on dit que par rapport à un deuil d'une personne proche, il faut au moins 1 an. Il y en a où il leur faut plus, mais voilà, pour vous donner quand même un timing, on est quand même dans une bonne année, donc il ne faut pas non plus précipiter les choses. Et alors je voudrais vous parler des dérives qu'il y a aussi dans la spiritualité. Parce qu'il y a des phrases assassines qui peuvent être des phrases extrêmement bien à une certaine étape. Mais dans l'étape du processus où la personne vient de se rendre compte qu'elle a été victime de quelque chose, ou qu'elle vient vivre quelque chose, commencer à lui dire certaines phrases, c'est encore plus manipulatoire que tout ce qui peut arriver, et j'appelle ça de la malveillance. Donc faites attention aux phrases New Age, spirituelles, que personnellement j'emploie à certaines occasions, mais vraiment avec des gants, avec des personnes qui sont aptes à les entendre à ce moment-là. Alors je vais vous donner 5 exemples de phrases, bien sûr il y en a d'autres, mais c'est 5 phrases que j'entends régulièrement et qui me mettent un peu en colère dans les phrases qui sont
faites dans des généralités, voilà, je suis tellement énervée que j'ai du mal à l'exprimer, mais qui sont données un petit peu à tout va, sans conscientisation de ce qui peut être ressenti à la personne qui le reçoit. La première qui est énorme, c'est le karma. Alors qu'on croit aux vies antérieures ou pas, le karma, ça peut être les conséquences de ce qu'on a vécu avant, et pour certains, le karma, ça peut être soi-disant des choses de vie antérieure ou des choses qu'on aurait décidées avant de venir sur Terre. On entend beaucoup cette notion dans les personnes qui se disent avoir une mission de vie. Et là, le but, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, chacun a ses croyances, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui te dit ah, tu as vécu des abus sexuels, mais en fait, c'est toi qui l'as choisi, c'est dans ton karma. Alors, je me suis déjà fâchée plusieurs fois avec des personnes. Non, un enfant mineur n'est pas responsable de ce qu'elle a vécu. Si maintenant, il y avait des choses où elle aurait été une âme au ciel et qu'elle aurait choisi de venir sur Terre, ok, peut-être qu'elle pourra un jour se l'entendre dire, mais c'est pas à quelqu'un en face de lui dire ce genre de choses. Parce qu'alors, vous imaginez, c'est tellement facile. Ah oui, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est exactement ce que le prédateur dit. Alors, si on veut être comme les prédateurs, c'est pas le problème, vous êtes dans la manipulation. Donc moi, ce genre de phrase, que ce soit pour les abus sexuels, pour des accidents de voiture, pour des pertes d'enfants, peu importe, personne n'a à vous dire ce genre de phrase. Si maintenant, vous travaillez dans la spiritualité et qu'un jour, vous pouvez entendre ce genre de phrase et dire bah oui, finalement je suis dans l'acceptation que ce que j'ai vécu c'est peut-être mon karma, en général vous avez passé votre deuil et ça ne vous touche plus. Donc il y a des moments où quand la personne est au fond du trou, c'est franchement pas à dire ce genre de choses. Ce n'est pas dans la déontologie thérapeutique, certainement pas ni psychologique ni thérapeutique. L'illusion, alors j'entends aussi souvent mais le passé n'est qu'une illusion. Bah, si on connaît comment fonctionne le cerveau, pour le cerveau, il n'y a pas de présent, passé, futur. Le cerveau fonctionne toujours présent. Donc une personne qui n'a pas réglé intérieurement son processus de deuil, l'acceptation de ses souffrances, la libération émotionnelle de ses souffrances, lui dire que le passé est une illusion, c'est en gros lui dire « j'en ai rien à faire de tes souffrances ». Donc de nouveau, ce genre de phrase, vous pouvez vous les baquer. Si quelqu'un, à un moment donné, dans son processus spirituel, se dit bah en fait maintenant je décide de laisser partir mon passé et pour moi ça devient une illusion, c'est très bien, ça veut dire qu'il est guéri. Le jeu du miroir, alors il y a des personnes, alors ça j'ai entendu souvent en intelligence collective, quand une personne va exprimer quelque chose en disant bah voilà, lorsqu'il y a eu ça qui est sorti, moi ça m'a blessée. Oui, mais tu sais que je ne suis qu'un miroir de ton âme et donc, en gros, bah, si je t'ai blessé, bah, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y avait déjà ça. Ok, donc là, on est de nouveau dans... En fait, j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal, mais j'ai pas envie de le reconnaître. Alors, je suis pas contre l'effet miroir. C'est vrai que les comportements des autres viennent réactiver des blessures de vie, bien sûr. Mais c'est aussi important de se dire que dans notre comportement, on peut aussi réactiver des blessures de vie. Donc pour moi, les deux ont quelque chose à travailler et c'est un petit peu facile d'à chaque fois renvoyer chez l'autre. C'est comme dans un divorce, hein, dire que c'est 100% la faute de quelqu'un, c'est aussi un peu facile. Il y a toujours la responsabilité des deux côtés. Donc quand on voit ça, eh ben, on va faire attention à ce qu'on dit. Donc toujours être dans l'assertivité, l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Quand on va parler en toi aussi, oui mais c'est toi qui vois ça comme ça, c'est toi qui penses comme ça. Si une personne vient exprimer quelque chose en toute son authenticité et qu'elle exprime que c'est sa manière de voir les choses, bien l'accueillir, c'est d'être dans l'écoute. C'est sûr que c'est faire une grande preuve de maturité. Quand on parle en toi, on est en train d'utiliser le tu qui tue. Donc on est à l'inverse du jeu. Donc attention, quand vous jamais commencé vos phrases en toi, mais commencez-les en jeu, vous allez voir, c'est un exercice qui va vous permettre d'éviter l'agressivité parce que le toi est très agressif. Alors le dernier, c'est la projection. Donc de nouveau, il y a des personnes qui vont prendre comme mécanisme de contre-manipulation, parce qu'il y a des gens en fait qui contre-manipulent tout. Et donc pour eux, tout le monde est manipulateur, sauf eux, bien sûr. Alors la projection, c'est... de dire qu'en fait, ce que la personne ressent, ce n'est qu'une projection de ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, le comportement qui la blesse n'est qu'une projection de ses souffrances.
De nouveau, ça peut être vrai, mais c'est une façon de ne pas accueillir les sentiments de la personne. Donc si on est dans l'accueil des sentiments de la personne, on n'utilise pas ce genre de choses. C'est très, j'appelle ça gourique, c'est peut-être pas français, mais voilà, c'est beaucoup les gourous qui utilisent ce genre de choses. Et si entre amis, vous voyez qu'il y a moyen, voilà, moi dernièrement, j'ai parlé à un ami, je lui disais, ouais, je trouve que mon karma il est pourri, mais je pense qu'il y a des choses à comprendre et à transcender derrière. Je suis dans une démarche, moi-même, de pouvoir le transcender. Ce n'est pas le cas des personnes qui sont encore dans la victimisation. Et donc, vous pouvez parler entre vous, il n'y a pas de mal à utiliser ces phrases, mais vraiment dans un contexte où il y a une pleine confiance et où on est apte à l'entendre et on est aussi apte à dire bah, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Voilà, ça c'est important. Mais moi, entendre que des enfants ont accepté de voir leur enfant tué, leurs parents tués devant eux, d'avoir été violés, c'est vraiment quelque chose qui est abominable pour moi d'entendre ce genre de choses. Imaginez les personnes qui ont vécu ça entendre ce genre de choses. Je pense qu'il faudra avoir honte de dire ce genre de choses. Ok, alors, ce que je vous propose comme exercice pour comprendre un petit peu comment les personnes se victimisent et pour comprendre comment vous pouvez un petit peu leur botter le cul quand il faut un peu les bouger mais au bon moment, c'est le film Tati Daniel. C'est un super film assez humoristique, c'est français. Et il va vous permettre de trouver des solutions en vous pour pouvoir mettre les bonnes limites avec les personnes qui exagèrent. Je pense aussi aux personnes qui parlent beaucoup de suicide. Alors, c'est pas une généralité, mais il faut savoir que les personnes qui parlent le plus de suicide, ce sont celles qui se suicident le moins. Et celles qui se suicident en général ont très rarement parlé de suicide. Donc, il y a énormément de chantage au suicide. Donc, faites la part des choses aussi pour sortir de la culpabilité. Voilà, je vous souhaite un bon travail sur vous-même, sur votre propre victimisation, accueillez-la, mais ne restez pas longtemps dedans. Et puis, bien, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire pour avoir les prochaines vidéos, liker et partager. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de ma chaîne. Si vous avez des phrases qui vous dérangent aussi, des phrases que vous entendez régulièrement, vous pouvez les poster et ça peut permettre à la communauté apprenante de voir d'autres choses. Et je vous souhaite une bonne journée à vous.